Aujourd'hui, nous faisons le chapitre 6 des premières civilisations. Et dans notre voyage dans le temps et de l'espace, on va en Chine. Comme vous voyez par le schéma des mots-clés, il y a deux parties. Pourquoi deux parties? Parce qu'on parlera toujours de la Chine de l'Antiquité, mais à deux moments différents et très éloignés aussi. La première partie, ça sera l'origine, le début de la civilisation chinoise, autour de 1600 avant Jésus-Christ. Par contre, la deuxième partie a une date précise, le 221, et c'est le début de l'Empire chinois. Alors que première partie, début Chine ancienne, le début de la civilisation. Nous avons parlé déjà du fleuve jaune. C'est là, c'était un des anciens foyers de sédentarisation. Nous savons que ce fleuve avait des cours irréguliers, que ça faisait des dégâts, mais ça faisait aussi beaucoup de bien parce que, avec son limon, fertilisait les terres. Après des siècles et des millénaires de travail de la terre, la société, ces sédentaires-là se transmettent des savoirs d'une génération à l'autre. Et on peut dire que vers l'année 1600 avant Jésus-Christ, la Chine est déjà une civilisation. Or, comment s'était organisée cette première civilisation chinoise? Elle était organisée en système féodal. Ce qu'en utilisant une terminologie occidentale, médiévale, on pourrait dire un système féodal. On va le définir que le système féodal. On va dire ce qu'il est. Le système féodal est un ensemble de micro-États où des familles de paysans pratiquent l'agriculture. Pas beaucoup en nombre, ils peuvent être 30, ils peuvent être 50, pas plus que 100. Et à la tête de ce micro-État, de cette communauté agricole, il y a un noble, un chef, qui, lui, a la tâche de protéger les paysans des attaques, assurer la tranquillité, la paix dont ils ont besoin, et aussi d'organiser, d'attribuer les lots de terre qui vont travailler. Mais les paysans, envers le noble, doivent deux choses. Doivent une redevance, une partie de leur production agricole, et ils doivent aussi mettre à disposition leurs jeunes hommes, d'accord, que les enfants, garçons des paysans, pour qu'ils deviennent soldats, pour qu'ils se combattent, soient au combat au service du Seigneur, qui est du noble, qui est toujours un guerrier. Trois classes sociales. La première de ces classes sociales est faite des nobles. Les nobles, ce sont ceux qui organisent les paysans, ce sont ceux qui font la guerre, et s'il n'y a pas de guerre, ils vont faire de la chasse pour se maintenir actifs et entraînés à la guerre. Il y a comme une sorte de classe moyenne faite d'artisans et marchands, et après ceci, nous avons ceux qui sont toujours que 90% et plus de la population, les paysans qui cultivent la terre. Prochain mot-clé, le bronze. À cette époque, la civilisation chinoise utilise ce matériau pour faire ses outils. Ils sont donc à ce qu'ailleurs on appelle l'âge du bronze. D'accord? C'est tout à dire sur ce mot-clé. Ils utilisent le bronze, donc ils maîtrisent la métallurgie. J'utilise le bronze pour fabriquer la plus grande partie de leurs outils. Là, sur l'écriture, par contre, on va dire beaucoup plus de choses. Attendez, la fin de ce point ici, c'est long. Et on va dire quelque chose sur l'écriture, que c'est la première écriture chinoise, et puis on va faire toute une réflexion pour comprendre les deux grandes catégories d'écriture qui existent jusqu'à nos jours. Alors, à cette époque, les Chinois ont déjà développé un système d'écriture fait de pictogrammes. Okay? Or, qu'est-ce que ce sont les pictogrammes? Les pictogrammes, ce sont des dessins.
des dessins stylisés, rendus vraiment à l'essentiel, facile à faire d'une façon rapide et facile à reconnaître. Encore aujourd'hui, nous utilisons les pictogrammes. Je vais vous donner un exemple banal, ça va vous faire sourire, d'accord? Il y a quelques soirées, j'étais dans un restaurant, je commande, et puis en attendant que le serveur nous amène des assiettes, je me lève et puis je demande à un serveur, excusez, où est-ce qu'il se trouve? Il va me dire, ah oui, c'est là, au bout à droite. Alors j'y vais, je marche rapidement parce que ça presse. Et puis, j'arrive devant une porte, je dis, ah, c'est ici. Je lève ma main pour pousser la porte et là, je vois quelque chose qui m'arrête. Alors je dis non, je ne rentrerai pas ici parce que sinon, je risque que quelqu'un à l'intérieur va crier « un homme !» D'accord, que je m'arrête là, alors je me regarde autour et je vois une autre porte. Ah, c'est là. Et j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Vous avez compris que je parlais des pictogrammes qu'il y a sur les toilettes. D'accord? Ce sont des pictogrammes, mais devant notre école aussi, si vous regardez bien, il y a une pancarte jaune pour les chauffeurs de voitures où il y a un petit garçon, une petite fille qui court. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Soujine. Qu'on est près d'une école, donc ça avertit les conducteurs qu'il faut faire attention parce que quelquefois les enfants sont distraits, donc il faut redoubler l'attention et respecter les... Alors que à l'origine de toutes les écritures, et sur le cas de l'écriture chinoise ancienne, il y a des pictogrammes. Et à cette époque-là, cette écriture chinoise utilisée comme matériau, hein, nous avons vu, on parlait de tablettes d'argile, en Chine, ils utilisaient les os d'animaux. Ils faisaient des incisions sur les os d'animaux. Et surtout, disons, les documents les plus importants étaient sur des carapaces de tortues. Imaginez si aujourd'hui tout ce que vous écrivez dans votre cahier de notes était sur des carapaces de tortues, ça prendrait une fourgonnette pour avoir les mêmes informations que vous avez sur le cahier Canada. D'accord? Ok, plus tard, ils sont passés à utiliser comme matériaux des cannes de bambou. C'est déjà beaucoup plus évolué, d'accord? C'est changé. Mais vous savez, cette civilisation chinoise-là, ça n'a jamais fini. Ce n'est pas comme les Sumériens qui, à un moment donné, ils ont eu une chute, ont été absorbés par d'autres. C'est en continuité avec la Chine d'aujourd'hui. Et cette ancienne écriture faite de pictogrammes est à l'origine a évolué dans celle qui est l'écriture chinoise actuelle, moderne. Sauf qu'aujourd'hui, les Chinois n'utilisent plus les pictogrammes. Parce qu'on ne reconnaît pas un homme, on ne reconnaît pas, je ne sais pas, un arbre, mais c'est devenu des idéogrammes. D'accord? Des idéogrammes. Et voilà la grande différence entre l'écriture chinoise, les anciennes écritures généralement, et notre écriture que nous utilisons, que vous utilisez en cet instant. Votre écriture faite des A, des B, des C, de ces lettres latines. Alors que notre écriture que nous utilisons, celle que nous avons appris au primaire, est une écriture qu'on définit phonétique. D'accord? C'est-à-dire qu'il reproduit les phonèmes, les sons que nous disons. D'accord? Et, par exemple, regardez ce mot-là. Qu'est-ce que j'écris? Roustinette. Alors, Cyrine, qu'est-ce qu'une roustinette? Léo, lui, c'est tout. Qu'est-ce qu'une roustinette? Alors, qui c'est qui est une roustinette? Roua, elle le sait. Qu'est-ce qu'une roustinette? Plus fort? Mais qu'est-ce que c'est une roustinette? Anthony, peut-être tu le sais. C'est un mot inventé, bravo. La roustinette n'existe pas. Pendant que j'écrivais, je l'ai inventé. Pourquoi? D'accord? Pourquoi je peux écrire quelque chose qui n'existe pas? Parce qu'on peut le prononcer.
Si on peut les prononcer, je peux l'écrire. Nos lettres reproduisent les phonèmes, les sons, les voyelles, les consonnes, les vibrations, les sons labiales, dentales, gutturales. D'accord? Si vous allez étudier un jour la linguistique et la phonologie. D'accord? Par contre, d'accord, les écritures orientales, chinoises, coréennes, japonaises, ils reproduisent les idées, les concepts. D'accord? Je vous donne un autre exemple, une autre anecdote qui vous aide à comprendre. Il y a quelque temps, j'étais avec un ami chinois et on était allé au quartier chinois dans une pharmacie pour acheter un produit assez rare, bizarre, d'accord, qu'on pouvait trouver seulement là. Alors que je rentre et mon ami s'adresse à la vendeuse. Il lui parle, elle lui répond. Moi, je ne comprends rien. Mais la discussion devient de plus en plus animée. Et j'ai l'impression qu'il répète toujours les mêmes choses. Puis finalement, j'ai compris ce qui s'est passé. Il ne se comprenait pas. Parce que mon ami parlait cantonais, le chinois, des langues d'expression cantonaises, et l'autre, la dame, elle parlait le mandarin. Ce ne sont pas deux langues intercompréhensibles, on ne se comprend pas. C'est comme le français et l'allemand. D'accord? Et alors là, après quelques tentatives de communiquer oralement, mon ami a pris une feuille de papier et avec son stylo, il lui a écrit le message, ce qu'il voulait. La femme le regarde et va faire, je me souviens de son expression, d'accord? Et ça veut dire que j'ai compris. À l'oral, et est allé chercher le produit. À l'oral, il ne se comprenait pas. À l'écrit, oui. Ça, c'est une écriture par idéogramme. C'est-à-dire que c'était comme si je dessine une maison. D'accord? Tu peux l'appeler maison, tu peux l'appeler house, tu peux l'appeler casa, c'est toujours maison. Comprenez-vous? Et c'est entre nous, on se rend compte que maison, je vais faire juste un V à l'envers que ça représente le toit, mais on ne sait plus une maison. Ça, c'est un idéogramme qui représente la maison. Comprenez-vous alors la différence? Alors, nous avons une écriture phonétique qui produit les sons. Les écritures orientales, ce sont des écritures par idéogramme. Question. Commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous me bombardez toujours de questions et commentaires. Ah, vous voyez qu'à être plus attentif. Ah, Cyrine. Comme matériau pour écrire. Matériau pour écrire en origine des os d'animaux et des carapaces de tortues, et plus tard des cannes de bambou. Wissal. Plus fort? Oui, ça. La roustinette, c'est un mot que j'ai inventé pour dire que si même une chose n'existe pas, on peut l'écrire. Si on peut le prononcer, c'est un jour que je vais inventer un nouveau modèle de voiture, une voiture volante. Je vais l'appeler roustinette. D'accord? Deuxième volet, après les astérix. On va faire un saut dans le temps, on va dans l'année 221. C'est le début de l'Empire chinois. D'accord? L'Empire chinois. En cette année, la Chine devient un seul empire. Il y avait 4, 6 royaumes, d'accord? Une grande guerre, un grand conquérant va soumettre tous les autres. Et c'est l'Empire chinois qui, malgré toutes les évolutions historiques, malgré toutes les révolutions, changements de dynasties, la révolution de Mao Zedong, c'est toujours la Chine d'aujourd'hui. D'accord? Qui a fait cette grande conquête? L'empereur Qin Shi Huangdi. Je sais, je le prononce mal. Les Chinois qui sont ici pourraient le prononcer avec tous les changements de tonalité typiques de leur langue. Vous allez vous contenter de mon expression. Qin Shi Huangdi. D'accord? Faites pas comme cet élève quand même qui est venu en avant. Comment s'appelait le premier empereur chinois? Ah, c'était celui-là qui Shi. Non. Qin Shi Huangdi. D'accord?
Alors que lui, il a unifié tous les territoires qui, à partir du fleuve Jaune, s'étaient, disons, répandus sur tous les territoires de la Chine. Il a fait l'unification sous tous les points de vue de la Chine. L'unification politique sous son autorité. Il s'était même étendu sur l'Indochine, et peut-être vous le voyez ici sur la carte. L'Indochine, c'est ce qu'aujourd'hui c'est la Thaïlande, le Vietnam, le Laos. Et il a aboli donc le système féodal, tout un pouvoir centralisé. Il a unifié toutes les lois, un seul code de lois pour toute la Chine. Et il a unifié aussi tous les systèmes de mesure. D'accord? C'est vraiment là l'origine de la Chine en tant que pays. Puis, il a fait construire beaucoup de voies de communication, des routes et aussi un grand canal vers la mer de la Chine du Sud, cette partie de la Chine qui partage la mer avec les Philippines. La raison pour laquelle il a fait construire des routes et des canaux, c'était pour rendre plus puissante l'armée. D'accord? Parce que si l'armée se déplace rapidement, l'armée est plus forte et plus puissante. D'accord? Elle peut être présente là où il y a des incursions des ennemis. Mais la plus grande œuvre que Qin Shi Huangdi a réalisée, puis les autres empereurs après vont la continuer, c'est la grande muraille de Chine. Si un jour vous aurez la chance d'aller en Chine, c'est sûr et certain que vous irez la visiter, d'accord? Tellement c'est important cet édifice. Or, que la grande muraille de Chine, au moment de sa plus grande longueur, mesurait 3000 kilomètres. 3000 kilomètres. Pour vous donner une idée, c'est la distance qu'il y a entre Montréal et la Floride et Miami. D'accord? Donc, c'est énorme. La Grande Muraille de Chine est faite, une grande partie existe encore aujourd'hui, est faite par deux murs parallèles, haute une 20-30 mètres, remplis de terre comprimée à l'intérieur. Donc, ça fait un chemin à haut, surélevé. Et à une distance périodique, il y a des tours. Dans notre manuel, il y a des photos. Je vous invite d'aller les regarder. Et pas en ce moment, après. D'accord? Des tours qui encore plus surélevés, qui permettaient aux sentinelles de regarder et de voir éventuellement l'ennemi approcher. À quoi ça servait, ces grandes murailles? Ça servait à éviter les incursions, les invasions des peuples semi-nomades, ailleurs on les aurait appelés barbares, qui vivaient plus au nord. Quels sont ces peuples-là? Un peuple qu'on rencontrera encore, les Huns, d'accord? Les Huns, un peuple guerrier qui allait toujours à cheval, les gens qui passaient plus de temps à cheval qu'à pied. D'accord? Les Huns, mais on en reparlera plus tard de Huns, parce qu'ils vont donner beaucoup de fil à tordre des descendants de ces Huns aux Romains. D'accord? Et puis l'autre, il y avait les Huns et les autres. Les autres, ce sont les Mongols, les grands ennemis de l'Empire chinois ancien. Question. Luca. La grande muraille sert à éviter les quoi? L'invasion des peuples semi-nomades, guerriers, belliqueux, qui s'est trouvé. Invasion. Invasion, tu comprends? Et Sarah Cambon. 20-30 mètres. Et sur une longueur de combien? 3000 km. À sa plus grande extension. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas Qin Shi Huangdi qui a fait plusieurs générations, plusieurs dynasties qui l'ont construite. Et puis, certains restent encore, d'autres n'y en a plus. Mais ceux qui restent, je vous assure, c'est impressionnant, c'est imposant. Non, mais j'ai vu beaucoup de vidéos et puis je suis un peu documenté. Baron. Vous avez
unis, 6 pays unis. 6 royaumes qui existaient avant. 6 royaumes. Lucas, Est-ce que la Grande Muraille en anglais c'est The Great Wall of China? c'est sûr. Ah, Oui, ok. c'est ça. Ouais. Alors, je vais terminer, il reste une dizaine de minutes. Je ne veux pas être interrompu, d'accord, que les questions à la fin, vous me poserez à la sortie si vous voulez. Alors que le commerce, l'Empire chinois fait beaucoup de commerce avec les anciennes civilisations qui existaient à cette époque-là. Nous avons des traces que l'Empire chinois faisait du commerce avec l'Inde, la civilisation du Gange dont on parlera la prochaine fois, avec la Mésopotamie et avec Rome. Rome existait déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était déjà une puissance, pas un empire, mais c'était la République de Rome. Or que nous n'avons pas de preuves que quelques Romains est allé jusqu'en Chine ou vice-versa. Mais les preuves que nous avons, que ces produits chinois, on les trouve dans Rome antique. Or, quels sont donc les produits typiques que la Chine vendait dans l'Antiquité et qui a vendu, disons, jusqu'au XXe siècle, avant que les Chinois, pratiquement, avec leur nouvelle industrialisation, ils ont commencé à faire tout. Aujourd'hui, la plupart des choses que nous achetons, ça vient de la Chine, les vêtements, les souliers, tout ce qu'on achète au Dollarama, d'accord? Alors, quels sont? Vous levez la main pour les dire. Angelina. La soie. Quoi d'autre encore? Baron, fais-le dire au chinois. Le papier, bravo. Puis, la porcelaine. Bravo, ce sont ceci. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Non, les riz. Oui, un peu, mais la nouille de riz. Les nouilles de riz, séchées, d'accord? Alors, on va dire la soie. Je vais l'écrire ici, la soie. Attention, comment vous l'écrivez, il y a plusieurs façons d'écrire soie. La soie, matériau, on l'écrit comme ça. La soie, ne me donne pas la possibilité de mettre... Puis, on a le papier, pas besoin de l'écrire, la porcelaine. OK, des nouilles. Ce sont les produits typiques que les Chinois ont toujours vendus. C'est un commerce fait par intermédiaires. Hein, il n'y avait pas de marchands qui allaient jusqu'à Rome. Mais tout un ensemble de marchands A vendait à B, B à C, D, C à D, d'accord? Et donc, quand ils arrivaient à Rome, c'était extrêmement cher, mais toujours de valeur. La personnalité. Ici, on se réfère à la personnalité de l'empereur Qin Shi Huang. Bon, c'est un homme puissant et extrêmement cruel. Qin Shi Huang, l'empereur qui a tout unifié. On peut le définir comme un maxi-tyran, quelqu'un qui a concentré tous les pouvoirs dans ses mains et il n'avait aucun souci à éliminer tout ce qui pouvait représenter un obstacle à sa volonté. Il avait eu une autorité suprême et unique. Et il n'a pas seulement tué ceux qui s'opposaient à son pouvoir, mais ceux qui potentiellement auraient pu s'opposer à son pouvoir. Donc les intellectuels. Et qui étaient les intellectuels? C'était les scribes. Les pauvres scribes, ceux qui avaient des idées, ceux qui pouvaient écrire, les a fait éliminer. Mais aussi puissant qu'il pouvait être, lui aussi, il était hanté comme tous les hommes, et même plus que tous les hommes, il était hanté par la mort. Par l'idée qu'un jour, que lui aussi serait passé dans les royaumes de l'au-delà. D'accord? Mais il a fait tout son possible pour éviter sa mort. Et il a cru qu'il existe un élixir de l'immortalité. Il a envoyé des messagers, il a envoyé des ambassadeurs aux extrêmes limites de la terre pour trouver l'élixir de l'immortalité. Et il l'a trouvé. Mais il est mort pareil. Alors que, pas seulement il est mort pareil, mais il est mort encore plus tôt parce que cette chose qu'ils lui ont fait croire que c'était l'élixir de l'immortalité contenait du mercure qui peu à peu l'a intoxiqué et donc il est mort encore plus tôt. Mais au cas où qu'il devait vraiment mourir, il s'est fait fabriquer un immense palais funéraire
quelque chose comme les pyramides des pharaons. Sauf que les pyramides, se sont vers le haut, vers le ciel. Lui, il s'est fait faire un palais funéraire souterrain. Il s'est fait creuser. Un palais funéraire profond 50 mètres et 6 mètres de périmètre. Et 6 kilomètres de périmètre. D'accord? 6 kilomètres en haut, et puis en profondeur pas aussi large, mais jusqu'à 50 mètres. Pour vous donner une idée, 50 mètres, c'est comme un édifice de 13, 14, 15 étages. D'accord? Or, que pendant longtemps, on pensait que c'était une légende, ce palais-là. Mais en 1973, on l'a trouvé. Le palais de Kinshiwandi, dans les fouilles. D'accord? On n'a pas trouvé son tombeau. Au moins, on n'est pas sûr lequel c'est son tombeau. Mais c'était son palais funéraire. Et la découverte a été encore plus surprenante. Parce que dans ce palais funéraire, ils ont trouvé 6000 soldats. 6000 statues en terre cuite, une reproduction fidèle de tous ces soldats, les soldats les plus proches, sa garde du corps. Donc 6000 soldats en terre cuite en taille réelle, production fidèle de ceux qui étaient vraiment ces soldats. On l'a retrouvé ici, d'accord? 6000 statues, toutes des statues différentes en grandeur réelle. D'accord? Bon. J'arrête l'enregistrement, c'est tout, et il va y avoir place aux questions.